sur ce, je cède la parole à ma collègue Camille Robert qui va nous parler de la rémunération du travail ménager. Salut! En fait, j'ai un petit peu plus parlé comme de l'histoire du mouvement féministe et de comment le travail ménager a commencé à être considéré comme un travail chez les féministes, puis des différentes actes de reconnaissance qui ont été envisagées par les féministes. Donc, c'est ça. Pour commencer, on parle beaucoup des années 70 comme moment d'émergence de la théorisation du travail ménager comme travail. Mais au début du mouvement féministe, au début du 20e siècle, il y a quand même certaines féministes qui vont servir du travail ménager pour mettre de l'avant certaines revendications. À ce moment-là, il y a en gros deux postures. Une première posture, ça va être une revendication d'égalité juridique entre les femmes et les hommes. Puis une deuxième posture, en fait, ça va être une posture de différence. C'est vraiment ce discours-là qui va fonder en fait la différence des femmes, donc comme mère et épouse, pour revendiquer certains droits. Puis d'ailleurs, c'est au nom de cette nature féminine-là que, par exemple, le droit de vote va être revendiqué. Et il y a, comme je disais, à cette même période-là, une autre vision qui va plutôt considérer les femmes comme égales plutôt que différentes. Il y a Eva Circé-Côté, que vous connaissez peut-être, qui était journaliste, qui va écrire sous le pseudonyme de Julien Saint-Michel dans un journal ouvrier, puis qui va très rapidement parler de l'idée d'une grève des femmes. Donc en 1919, alors qu'il y a plusieurs grèves ouvrières, elle va parler d'un débrayage fictif des mères de famille. Je la cite: « La dernière grève à l'horizon, après celle des barbiers, des vidangeurs, c'est celle des femmes mariées contre leur mari, le boss de la maison, mais celles-ci ont des griefs sérieux. » Elle explique ensuite que les épouses travaillent au service d'un homme qui ne les paie pas, qui n'honore pas le contrat de mariage. Elle lance ensuite un ultimatum. « Nous sommes las de dépenser notre jeunesse, nos forces pour servir ce maître impitoyable. Et si d'ici 8 jours, il ne nous paie pas un salaire d'au moins 25 $ par mois, qui n'est pas exorbitant, nous nous mettrons en grève. Nous mettrons la marmaille chez les sœurs grises et nous flanquerons la maison là. Tous les jours, nous sortirons en procession et nous irons au comité. Nous casserons des vitres, nous aussi. Prenez vite des dispositions, c'est notre ultimatum, payez-nous, ou bien nous interrompons notre service, nous changeons de job, nous louerons des chambres, nous organiserons des tag days et des kermesses, nous tirerons les cartes, nous ferons les modèles aux expositions de mode, c'est à prendre ou à laisser. » Donc, dans cet extrait, Eva Circé-Côté avance l'idée que les épouses effectuent un véritable travail qui mérite rétribution et qui fonde la légitimité de leurs revendications. En 1926, elle va revenir dans le même hebdomadaire sur la question du travail domestique en revendiquant cette fois-ci une législation qui assurait un revenu fixe aux épouses. Donc, on voit vraiment qu'au début du 20e siècle, il y a une multiplicité des discours sur le travail ménager qui vont être mobilisés comme argument pour revendiquer des nouveaux droits politiques pour les mères, tout en montrant aussi la dimension politique et sociale du travail ménager. Comme vous savez, à la fin des années 60, il y a ce qu'on appelle fréquemment une deuxième vague féministe qui se développe. Donc, à ce moment-là, la perspective face au travail ménager va changer, c'est-à-dire que ça va être vraiment dissocié de la nature féminine et ça va être, en fait, les féministes vont commencer à considérer comme un véritable travail productif. Ce discours-là s'inscrit un peu dans la recherche d'une oppression commune de toutes les femmes, ce que la politologue Diane Lamoureux va nommer une communauté de situation. Donc cette recherche-là de l'origine de l'oppression des femmes touche plusieurs disciplines, dont l'histoire, l'anthropologie, la sociologie. Et il y a plusieurs militantes et chercheuses qui vont produire des études qui visent à expliquer l'oppression des femmes. Le travail ménager, à ce moment-là, apparaît comme le plus petit dénominateur commun de la condition de toutes les femmes, et ça, peu importe leur statut civil, leur classe sociale et leur occupation. C'est important de souligner que les féministes vont quand même noter certaines différences dans le rapport au travail ménager des femmes, qu'elles soient bourgeoises ou prolétaires, hétérosexuelles ou lesbiennes, blanches ou noires. La définition du travail ménager est variable selon les discours, mais elle comprend généralement toutes les tâches d'entretien ménager du logis, l'achat de biens pour le ménage, les tâches de planification, la préparation des repas, l'éducation des enfants et les soins des membres du ménage. Il y a aussi certaines féministes qui vont inclure dans cette définition-là l'affection, la sexualité, la grossesse et l'amour des enfants. Donc, à ce moment-là, il faut rappeler qu'il y a tout un contexte de lutte marxiste autour de la question du travail. Puis le fait d'inclure les femmes qui font du travail ménager va vraiment élargir cette catégorie-là de lutte.
et permettre aux ménagères d'être également des actrices politiques. Donc en fait, pour la première moitié des années 70, c'est beaucoup les féministes marxistes qui vont tenir un discours sur le travail ménager. Elles vont surtout envisager la reconnaissance du travail ménager à travers la socialisation. Donc la socialisation, c'est la prise en charge collective du travail ménager par la mise en place, par exemple, de cantines, des services de garderie populaire. Il y aura des débats sur le mouvement du salaire au travail ménager. Donc, c'est un mouvement qui s'est développé en Italie, en Angleterre, un peu aux États-Unis. Ces débats-là arrivent au Québec, mais dans le milieu francophone féministe, la revendication de salaire ménager va être essentiellement refusée là, par les féministes parce que c'est considéré comme... en fait, les féministes craignent que cette revendication-là renforcerait l'assignation des femmes à la sphère privée. Donc, elles vont plutôt privilégier la socialisation. Et il me reste combien de temps? 5 minutes. Ok, c'est bon. Et donc pour cette première moitié-là, ça va être surtout la socialisation. Ensuite, à la deuxième moitié des années 70, il va y avoir un certain éclatement des différents collectifs féministes. Il va y avoir l'intergroupe qui va être un regroupement de plusieurs collectifs féministes qui va continuer un peu à avoir des débats sur la question du travail ménager. Il va y avoir d'ailleurs une pièce des éditions du Théâtre des Cuisines qui va être publiée plus tard aux éditions du Remue Ménage qui s'appelle « Maman ne travaille pas trop d'ouvrage ». Dans cette pièce de théâtre-là, en fait, les ménagères vont finir par revendiquer un salaire au travail ménager. Puis cette revendication-là, dans les différentes présentations, va susciter tellement de polémiques que finalement, ils seront forcés de revoir la fin de la pièce de théâtre. Puis à la fin, ils vont plutôt revendiquer des garderies puis différents services pour alléger la charge de travail domestique. Il va y avoir donc des productions culturelles dans le théâtre, mais également un documentaire qui s'appelle D'abord ménagère de Luce Guilbeault, qui va essayer de montrer un peu à l'écran qu'est-ce que le travail ménager, puis en quoi c'est une condition qui est commune aux femmes. Puis peu à peu, à partir de la deuxième moitié des années 70, progressivement, tous les discours sur le travail ménager vont être un peu délaissés par le mouvement féministe plus radical. C'est beaucoup plus les associations féministes réformistes comme la Fédération des femmes du Québec, la FFQ, l'Association féminine d'éducation et d'action sociale, la FEAS, le Conseil du statut de la femme et le Comité canadien consultatif sur la situation de la femme, qui est comme un peu le Conseil du statut de la femme, mais au niveau fédéral. Ça existe plus aujourd'hui, cette association-là. Donc, c'est plus des associations réformistes qui vont reprendre cette question-là. C'est beaucoup la FEAS qui va mener des campagnes sur la reconnaissance du travail ménager. Éventuellement, il y a le magazine La Vie en Rose qui va relancer le débat sur le salaire au travail ménager avec un dossier spécial sur cette question-là. Mais ça ne va pas relever finalement. Donc, ce petit survol-là rapide vise seulement à montrer que le travail ménager, ça a été un thème qui a été assez marquant dans le mouvement des femmes. Pendant une période, ça a été considéré comme ce que toutes les femmes avaient en commun, peu importe leur classe sociale, leur langue, leur origine, leur orientation sexuelle. Et il y a plusieurs collectifs et groupes qui ont consacré des publications, qui ont fait des campagnes pour obtenir la reconnaissance sociale à travers divers moyens. Donc, que ce soit la socialisation, le salaire au travail ménager ou les différentes réformes qui ont été proposées par les associations plus réformistes. Puis il y a eu un réel débat entre les perspectives de libération des femmes, à savoir si ça passait par l'intégration des femmes au marché du travail ou si ça passait par la reconnaissance sociale du travail ménager. Puis pourtant, aujourd'hui, dans l'histoire des femmes, on parle peu de cette question-là. Donc pour ces périodes-là des années 70, on va surtout retenir les luttes d'accès à l'avortement et à la contraception. Puis plus largement, on parle peu des discours féministes comme élément de continuité dans le mouvement féministe, à la fois entre les deux vagues, puis entre le mouvement féministe plus radical, puis les groupes réformistes. Oui, donc on voit qu'à travers tout ça, il y a une certaine question, il y a un malaise sur la question du travail ménager. Il y a une difficulté aussi à revendiquer l'identité de ménagère, c'est-à-dire que plusieurs féministes vont éprouver un certain malaise à se revendiquer d'abord du statut de ménagère, dans la mesure où c'est une position d'opprimée. Ça peut être considéré aussi comme un statut passif.
Puis il y avait un graffiti à cette époque-là à Montréal qui disait « Toutes les femmes sont d'abord ménagères ». Ça avait quelque chose de provocateur parce que ça rappelait que si la libération des femmes était en marche à ce moment-là, il restait que les femmes continuaient de porter souvent seules la charge du travail ménager. Puis aujourd'hui, on parle surtout de conciliation travail-famille, mais ça masque en fait les rapports inégaux au sein même des couples hétérosexuels ou les rapports inégaux par rapport au care, par rapport au travail invisible dans les groupes militants, dans le monde du travail, etc. Donc, je vais peut-être terminer là-dessus. Je vais laisser les autres panélistes parler des perspectives plus actuelles, mais c'était mon survol historique. Merci beaucoup, Camille. Je laisse